Bonjour à tous, l'été est là et c'est en direct que nous vous proposons cette dernière émission de la saison en tenue de plage, s'il vous plaît, comme vous le voyez. D'ailleurs, n'hésitez pas, nous sommes en direct, à participer à travers Twitter et on essaiera de répondre à vos messages avec, à partir de... Hashtag EntrecasteTV. Merci, à partir donc de l'hashtag EntrecasteTV. Quand je dis « nous », évidemment, je parle de celle qui vogue toute l'année sur une mer de livres, notre magnifique sirène Emmanuelle Klein. Bonjour Emmanuelle. J'ai pas mis ma queue de poisson, mais j'ai mis ma tenue de canicule. Vous êtes absolument superbe. Et évidemment, notre très impressionnant surfeur des planches de BD, à savoir le représentant de notre partenaire BD Geste, j'ai nommé le grand Laurent Gianatti. Bonjour Laurent. Salut Nicolas, salut Emma. Hello. Alors aujourd'hui, un programme pour cette dernière très intense, puisque nous aurons d'abord pour commencer un sujet sur Christie's, chez qui il y a eu une vente le week-end dernier, une interview de José Luis Munuera qui nous parlera de son Zorglub, et une visite de la maison du whisky, accompagnée par Joël Alessandra à l'occasion de la sortie de son livre Lady Whisky. Et puis comme toujours, évidemment, nous retrouvons notre ami Laurent pour son coup de cœur de la semaine. Allez, Entrecase numéro 33, c'est parti. Alors Emmanuel, on commence tout de suite par Christie's. Qu'est-ce qui s'est passé chez Christie's ? Il y a eu une vente aux enchères dédiée à la bande dessinée. C'est un rendez-vous maintenant tous les ans avec la galerie Daniel Maguen qui organise ça. Et donc on a rencontré Daniel Maguen, évidemment l'expert et celui qui organise donc cette vente, mais aussi Grzegorz Rosinski, l'auteur de Torgal, vous savez, qui a fait ses 40 ans cette année, cette série Torgal. Il était là parce qu'il y avait une session qui était entièrement dédiée à cet artiste, d'ailleurs majeur, parce qu'il ne fait pas que Torgal, il fait plein de choses. C'était l'occasion de revenir sur tous ces beaux originaux. Et puis, comment il s'appelle ? Bernard Vanken, voilà, il est là. Parce qu'il y avait IRS qui sortait, il est venu voir les pages, on s'est dit, bah tiens, viens nous causer dans le micro toi aussi. Voilà, donc tout ça, c'est le beau programme et c'est un beau reportage chez Christie's. On va pas tous les jours chez Christie's, on se fait plaisir, c'est en avenue Matignon et on y est. Bonjour Daniel Maguen. Bonjour Emmanuelle Klein. On est chez Christie's, c'est la 5e fois que vous organisez une vente aux enchères chez eux. Alors que votre galerie, vous exposez toute l'année, mais ici c'est particulier parce que c'est une vente aux enchères. Vous allez chercher les auteurs toute l'année pour les vendre finalement au public. Comment vous organisez dans votre tête cette vente, parce que c'est un rendez-vous maintenant ? On essaie de créer le musée idéal, imaginaire ou éphémère. Et après, c'est plus compliqué que les auteurs parce que la plupart des pièces sont dispersées chez les collectionneurs depuis 10, 15, 20 ans. Donc il faut les convaincre. Et cette vente a un caractère exceptionnel parce qu'en général, chez les auteurs, il y a des auteurs qui vendent, les plus belles pièces sont parties depuis très longtemps. Et retrouver chez Rosinski les plus belles pièces de ses albums mythiques, Les Archers, Au-delà des ombres, le PIK, c'était inespéré. Donc cette vente, elle a vraiment un caractère exceptionnel parce qu'elle est patrimoniale avec un fond très impressionnant. Et la vente en elle-même, Rosinski, est un événement. Alors ça c'est Rosinski, mais c'est aussi Tezuka, Möbius, enfin des auteurs internationaux que vous êtes allés aussi chercher. C'est très rare, vous êtes allé au Japon chercher le Tezuka. Moi le Astro Boy, j'étais très touchée même de le voir. Non, j'ai pas dû aller jusqu'au Japon, mais je vais en Italie, je vais en Espagne, je vais en Allemagne, je vais en Suisse, je vais en Autriche, je vais en Belgique. L'idée, c'est de retrouver les premiers collectionneurs qui ont acheté ou reçu ces planches il y a 15, 20, 30 ans. C'est un travail de détective privé, en fait. Alors, il y a évidemment des auteurs, des maîtres de la bande dessinée, on va dire. On va retrouver du Jacobs, on trouve du Franquin, du Uderzo. Et puis des auteurs plus récents, par exemple Gibra qui est derrière vous. Il y a eu une vente dédiée déjà à Gibra. C'est vraiment un auteur que vous suivez particulièrement. Gibra, c'est un auteur important, c'est 20 ans de collaboration pour la galerie, c'est le premier catalogue dédié à un auteur qu'on a fait dans une vente Christie's. Ça a été un gros succès et en fait la vente Rosinski a pu se faire aussi grâce au succès d'un catalogue particulier dédié à un auteur comme c'était sur Gibra. Et c'est un coup de cœur et je trouve que c'est un auteur qui progresse. Le dessin qu'on a dernier Doux, pour moi, c'est un de ses meilleurs dessins. On a dit vous exposez des auteurs tous les ans, etc. Est-ce que toutefois, dans le cadre d'une vente aux enchères chez Christie's, vous avez un stress particulier ? Comment vous êtes juste avant ? C'est très stressant en fait. C'est comme un homme politique qui a fait son travail et qui attend devant sa télé les résultats des élections en fait. Une fois qu'on a rassemblé toutes ces pièces, culturellement, esthétiquement c'est beau, mais si commercialement ça ne marche pas, et ben, les choses peuvent s'arrêter vite et ça, les clients ne nous disent pas ce qu'ils vont acheter. On le découvre le jour de la vente. Donc c'est très stressant. Vous fixez un objectif ? C'est-à-dire que vous avez des objectifs de résultats avec Christie's pour que ça fonctionne bien ? Bien sûr. Ouais. Il faut qu'on ait 70-75% des pièces vendues et qu'on fasse au moins 2 millions d'euros. Donc c'est un résultat en BD qui est un résultat important. On va suivre ça de près. Merci et good luck.
Merci Emmanuel. Bonjour Grégoire. Bonjour Quash TV. On est entouré de vos planches ici chez Christie's puisque vous avez une vente dédiée à vos originaux. Est-ce que vous tenez particulièrement à vos planches originales? Non, pas vraiment, parce que pour moi c'est l'histoire déjà. Et c'est là les planches, les dessins, les images, les tableaux dans lesquels je ne peux plus intervenir. Dans le sens mental et spirituel, ça n'appartient plus à moi. Les personnages, tout l'univers, les images, il appartient déjà au grand public. C'est quand ma question elle est là d'être l'auteur populaire, l'auteur qui est publié dans centaines de milliers d'exemplaires, ça ne m'appartient plus. C'est ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, ce qui est intéressant aussi dans ce genre de rétrospective, c'est que finalement, il y a plein d'époques de votre vie. Et quand vous travaillez sur Torgal, sur Skarbek, en fonction des années, on voit à quel point vous avez une technique de travail très différente, en noir et blanc, en couleur, à l'huile, à l'encre. Vous maîtrisez toutes les techniques. Oui, parce que c'est ça qui me passionne surtout. Ce qui est intéressant de se mettre avant de vivre une aventure. Je ne sais pas si c'est un tigre qui saute sur moi, si c'est quelque chose qui m'a fait vraiment super plaisir. C'est une amitié avec les pinceaux, avec certaines couleurs ou la technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait l'image. Quel est le processus de créer l'image? Mais pas vraiment ce qu'il est sur cette image. Parce que les gens, quand ils regardent ça comme les films, les personnages et tout ça, pour moi les personnages, je n'ai aucune attitude vraiment personnelle pour les personnages. Les femmes qui sont là, ce n'est pas spécialement mes désirs. Non, c'est pas. Ce sont les comédiens, les acteurs qui utilisent la seule fonction, le seul rôle de ce personnage, c'est de bien jouer dans mon petit théâtre. Et c'est tout. S'ils jouent bien, bien, ça veut dire efficace. Et ça, s'ils sont efficaces, je les garde. Je l'utilise pour le prochain film, ça veut dire pour le prochain album. Là, ici, on est entouré de tout plein de vos planches, mais pas que. Il y a d'autres artistes aussi qui sont exposés là chez Christie's dans le cadre de cette vente aux enchères. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous admirez particulièrement dans le talent graphique et vous êtes heureux de les voir avec vous? Vous savez, pour moi, c'est justement le problème que j'admire tous les gens qui font un peu le même esprit créatif que moi. Mais je pense qu'on essaye, mais chacun de nous a l'autre fantôme, l'autre moteur dans la tête, et dans le cœur et dans les tripes. Chacun travaille à sa façon. Il n'y a pas que le beau qui compte, la bande dessinée est un art complet. Merci beaucoup Grégoire. Merci beaucoup. Bonjour Bernard Ranken. Bonjour. Vous êtes belge et ici à Paris, à l'occasion de cette belle exposition chez Christie's des originaux, vous avez regardé un peu, il y a des auteurs que vous aimez, que vous appréciez les originaux des autres artistes? Mais en général, moi je suis un curieux, un amoureux de dessin, donc a priori je vais prendre le temps de regarder tous ces originaux. Je trouve ça fantastique quand on est devant l'œuvre, il y a une magie qui s'opère qui est différente évidemment d'une publication. Donc effectivement, après le plaisir d'être avec vous, j'aurai le plaisir de rencontrer les originaux. Alors en même temps, on profite de vous parce qu'il y a un nouveau tome d'IRS qui vient de sortir. Votre héros, Larry B. Max, a quitté l'IRS. À côté, le fisc, il est maintenant à son compte, on va dire ça comme ça. Toutefois, il continue de lui arriver tout plein d'aventures, et notamment le retour de Kate. Alors, je vais rien dévoiler, mais Larry n'est pas tout à fait à son compte. Il y a un petit côté undercover. Voilà, bon. Et le retour de Kate, là aussi, il y a une petite subtilité qu'il faudra découvrir dans l'album, mais effectivement, on va en apprendre par rapport à toute la saga. Là, il y a vraiment un dénouement qui est assez intéressant par rapport à ce personnage-là. Non, mais je dis pas tout, vous aurez compris, évidemment. Non, mais cela dit, c'est un personnage que vous tenez, que vous avez créé depuis 1999, je parle à la belge, 1999, mais c'est vrai que, voilà, vous le tenez depuis aussi longtemps, vous êtes très régulier, etc., avec Stefan Desberg. Vous aimez votre héros, on le sent bien. Oui, sinon, je pourrais pas faire autant d'albums si je m'ennuyais. Et en fait, ici, je lui ai dit à Stéphane, j'ai dit, il faut que tu t'arranges, il faut que tu fasses revenir Gloria, parce que même le public la réclame. Puis il me dit, mais c'est pas possible, elle est décédée. J'ai dit, tu te débrouilles. Et il a trouvé vraiment, je pense, une chouette astuce pour la faire revenir. Et c'est intéressant parce que
Je vais pas trop dévoiler, mais dans l'album que je suis en train de dessiner, il y a... Prochain alors. Voilà, en exclusivité, je le dis sur votre chaîne, et il y aura un nouveau personnage féminin, et ce sera assez intéressant parce que ce sera un personnage féminin assez frais, et je me demande comment Larry va réagir par rapport à une personne qui n'a rien à voir avec le milieu dans lequel il travaille, qui n'a pas ce côté calculé comme Gloria, et je trouve ça intéressant de voir comment il va se retrouver au naturel, on va dire. Bernard Brancken, juste une remarque, c'est la première fois qu'on se rencontre. Alors, vous n'avez pas les yeux bleus comme votre personnage, en revanche, les cheveux un peu grisonnants, vous l'avez fait à votre image ou à l'époque vous n'aviez pas les cheveux gris? Vous avez eu les cheveux blancs depuis le début. Hein. Non, à l'époque, quand je l'ai dessiné, j'avais les cheveux noirs. Et quand j'ai dessiné la première fois ce personnage, c'était marrant, j'étais en vacances chez Enrico Marini, voilà, faut tout dire. On passait les vacances ensemble et on était chacun avec nos compagnes respectives. Et quand j'ai montré le personnage, ma compagne a dit « Mais pourquoi tu t'es dessiné ?» C'était tout à fait inconscient et c'était un personnage avec des cheveux noirs. Et justement, je me suis rappelé que j'ai toujours aimé Bernard Prince, Bruno Brasil. Et comme je travaillais pour Lombard, je me suis dit « Mais c'est évident, il aura des cheveux blancs, voilà. » Écoutez, découvrez IRS, c'est le 18e tome déjà, mais une grande saga, ça fonctionne hyper bien. Merci Bernard Brancken. Avec plaisir. Si vous aimez les thrillers politico-financiers, c'est le 18e tome, je le disais, donc voilà, il y a un peu de lecture pour l'été, vous demandez des idées, moi j'en ai, allez-y, 18 tomes, vous avez de quoi faire pour l'émission. Revenons sur la vente. Alors. Oui, parce que, alors, on a vu au début Daniel Maguen qui disait qu'il fallait qu'il fasse au moins 2 millions pour que ce soit un succès, c'est le cas, il a obtenu un chiffre d'affaires de 2 100 280 €, voilà, donc c'est évidemment pari gagné, et même la section dédiée à Rosinski, parce que vous l'avez vu, Grégor avait une partie qui était, toute la première partie de la vente lui était entièrement dédiée, il a vendu 28 lots sur les 32 qui étaient présentés, donc c'est pareil, super succès, vraiment très très bien. Ça fait presque 615 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est pareil, c'est des grosses ventes. Hein. La plus grosse planche de Rosinski, elle est partie à 50 000. Enfin bref, donc c'est vraiment, ils étaient estimés entre les plus petites à 4 et donc jusqu'à 20 000. Donc ils ont explosé les tarifs. D'ailleurs, je signale qu'il y a un catalogue de l'exposition et donc de tous les originaux de Rosinski qui ont été vendus, qui a été édité. Et je vous en parle dans une seconde parce que je veux parler aussi de celui-là. Et notamment là, celui qui a fait la couverture, l'image de couverture de Vence qu'on connaît par cœur, donc qui est en fait la 4e de couverture des albums de 13. Pareil, gros record pour Vence. Il a vendu, c'est son record du monde, hein, parce qu'il y a un site qui répertorie en fait chez Christie's les meilleures ventes de tous les artistes. Et donc lui, pour le Vence, il a fait, je regarde tout de suite mon anti-sèche, il était à 108 680, alors qu'il était estimé à autour de 30 000. Donc voilà, c'est vraiment explosé. Le meilleur prix, on a vu la planche dans le reportage, c'était Uderzo pour sa planche d'Astérix et le chaudron qui date de 1969, qui a été réalisé le prix de 252 200 € TTC. Bon, c'est des gens riches qui viennent chez Christie's, on va se voiler la face. Voilà, comme quoi la bande dessinée, c'est aussi une zone d'investissement intéressante, il faut le savoir, pour ceux qui ont un petit peu d'argent à placer. C'est comme l'art moderne, je pense que c'est un vrai sujet. Et alors, comme on est sympa ici, on fait des cadeaux, parce que tout le monde n'est pas aussi riche, je vous propose de gagner les catalogues des expositions. Si vous n'avez pas eu le temps de voir les originaux en vrai, ce sera l'occasion de les voir, parce qu'ils sont évidemment tous représentés. Donc voilà, si vous n'avez pas en vrai chez soi, on peut la garder dans le catalogue. Si vous nous envoyez un petit message gentil avec le hashtag EntrecasteTV sur Twitter ou un petit message sur Facebook, après on récupérera les adresses, etc. Et je veux parvenir donc le catalogue Rosinski ou le catalogue général. Voilà, allez, on se fait plaisir, c'est la dernière de la saison. Pouf, cadeau! Super, en plus on est généreux juste avant les vacances, c'est génial. Bon, alors on passe à la suite. La suite, parce que le programme est important aujourd'hui. La suite, c'est l'interview que nous a octroyé José Luis Munuera. Il le dit bien, il parle espagnol, ça y est. Oui, mais sinon je me fais engueuler, je le sais. Hein. Donc en fait, pour le contexte, concrètement, Munuera sort une série dont le titre est Zorglub. Zorglub, c'est un personnage qui a été créé il y a bien longtemps, en 59, par Franquin et par Greg. Dans le journal Spirou au démarrage, en vue d'un album qui, lui, a été édité en 1961, qui s'appelait Z comme Zorglub. Donc concrètement, il a fallu attendre 58 années pour que enfin ce personnage d'importance, cette espèce de savant fou, ait enfin le droit à sa propre série. Et tout ça grâce à la plume majestueuse et au pinceau tout aussi majestueux de notre ami Munuera. On l'écoute. Bonjour José Luis Munuera. Bonjour. Vous êtes de passage à Paris actuellement pour nous présenter votre Zorglub qui vient de sortir chez Dupuis. Un livre tout seul, parce que moi je vous ai souvent connu en collaboration avec Johann Sfar, avec Jean-David Morvan. Et là, vous travaillez tout seul. Ça y est, vous êtes lâché, vous êtes grand. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, j'avais marre de tous ces gens. Ouais. Non, j'ai la chance de travailler avec des superbes scénaristes.
avec lesquels d'ailleurs je me suis toujours entendu très bien au niveau personnel. Donc effectivement, Johannes Farr, avec lesquels j'ai commencé il y a très longtemps, il a fait plus de 20 ans déjà. On était des petits connards à se promener. Non, mais non. Oui. Et bon, ensuite, Jean-David Morban, Diaz Canales, le scénariste de Black Sad, Jean Dufaux. Mais effectivement, au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire mes propres histoires, justement pour profiter de la synergie qui s'est créée et qui est particulière et spécifique à la bande dessinée entre les dessins et les textes. Et quand tu travailles avec quelqu'un d'autre, c'est aussi très intéressant parce qu'il y a une synergie personnelle qui s'est créée, il y a un feedback, il y a un jeu de ping-pong. Mais quand tu travailles tout seul, c'est plus dur, mais c'est aussi très très intéressant. Et le résultat, il est quand même toujours beaucoup plus cohérent par définition parce qu'on est tout seul. Cela dit, c'est tout seul, mais avec un peu une base, puisque Zorglub, on le connaît évidemment, c'est le méchant de Spirou et Fantasio, et on l'avait découvert, alors c'était un des grands duos mythiques de la série Spirou et Fantasio, parce que vous avez été nombreux à travailler dessus, je dis vous parce que je vous inclus avec vous aussi, vous avez fait du Spirou, on va y revenir, mais parlons de ce Zorglub. Zorglub, il a été créé en 1959 par donc Greg et Franquin. Ça vous avait marqué, vous vous rappelez enfant, est-ce que ce personnage-là avait eu une importance particulière dans l'histoire de Spirou? Ah bien sûr, mais c'est un méchant fabuleux, c'est un des personnages les plus complexes et les plus riches de l'univers de Spirou. Parce que c'est un méchant, mais c'est un méchant qui n'est pas totalement méchant, qui c'est un gaffeur, un mégalome délirant, mais qui en même temps, il est capable de faire des déprimés comme tout le temps, parce que il n'arrive pas à faire comme il veut, ou à avoir la reconnaissance qu'il attend de la communauté scientifique, etc. Et ça m'intéresse énormément, c'est un super personnage. Alors c'est vrai que, je l'ai dit, vous avez travaillé sur Spirou, vous avez fait 4 tomes, je crois, avec Jean-David Morvan, c'était de 2004 à 2008, donc vous avez déjà travaillé sur ces personnages, et depuis, vous avez autorisé, du coup, on permet en tout cas à certains auteurs de reprendre des aventures. Sauf là, c'est pas simplement reprendre la série, c'est créer une histoire à un personnage indépendant. Est-ce que ça a été aussi simple de convaincre l'éditeur ? Disons il a fallu insister quand même. C'est mon idée à moi. C'est pas l'éditeur cette fois qui est venu me proposer les projets comme pour Spirou. Pour Spirou, c'est eux qui ont fait la démarche. Et maintenant, c'était moi qui avais cette idée. Écoute, ça serait peut-être intéressant de faire un spin-off avec ces personnages, tellement il est riche. Et en plus de raconter son jour à jour, sa vie quotidienne au pauvre type. Le pauvre dans son espèce d'immense château avec piscine. Enfin bon, il n'est pas très pauvre. Ouais, mais il souffre beaucoup dès l'intérieur. La richesse, tu sais, ça sert à rien. L'argent, c'est une métaphore. Alors cela dit, on découvre Zorglub sur la couverture, il n'est pas seul. Vous lui avez donné une fille. Ça, c'était l'idée de départ, lui mettre un personnage à côté? Tout à fait. D'ailleurs, mon idée, en principe, c'était de parler un sentiment qu'on a tous les parents, c'est quand on doit laisser partir ses enfants pour qu'ils vivent sa vie et tout seul. Donc j'ai cherché qu'on raconter ça d'une façon métaphorique, drôle et amusante. Et j'avais réfléchi à plusieurs pistes. Et un jour, juste pour jouer avec l'idée narrative, j'ai rajouté Zorglub dans la soupe. Et tout va tomber comme un domino. Tout était tellement évident, tout était tellement clair, tellement linéaire et évident qu'il fallait le faire tout de suite. Et donc voilà. Et je crois que les couples, c'est un couple qui génère assez de tensions pour être très, très intéressant et bien exploitable sur plusieurs albums. On le disait, José Luis Munera, c'est pas la première fois que vous travaillez tout seul, mais vous avez souvent travaillé en collaboration. Est-ce que pour autant, lorsque vous vous êtes attelé à Zorglub, vous vous êtes dit, là, je me lâche, je fais ce que je veux, et par exemple, même graphiquement, j'avais envie qu'on parle de cette page, il y a une page au milieu, enfin un petit peu au deuxième tiers de l'album, où vous êtes permis de faire quelque chose. Alors je pense que la chef de Fab chez Dupuis a dû s'arracher les cheveux, mais alors, c'est assez impressionnant de voir cette double page qui s'ouvre, c'est très rare dans une bande dessinée, de prendre ce type de liberté. J'essaie toujours à trouver un component de DG dans la mise en scène, tu vois, pour bien profiter des possibilités qu'il y a à la bande dessinée en elle-même et qui est la différence du reste des médias, du reste des milliers d'expressions. José Luis Munera, ça s'appelle Zorglub, ça vient de paraître chez Dupuis. Merci beaucoup. Merci à vous. Excusez-nous, on est déjà en vacances. Ah bah mince! Ah pardon, j'avais pas vu. Mais en fait, il est venu de Grenade, José Luis Munera, alors moi je révise. Je me mets dans l'ambiance, hein. Du coup, on lance le coup de cœur BD Gestes, c'est parti. On t'écoute, Laurent. Quel est ton livre de cette semaine ?
Cette semaine, il s'agit du premier tome d'une nouvelle série d'Esberg. On y revient après IRS et Vranken. Il s'agit de Jacques Wolfgang donc d'Esberg et Henri Reculé au Lombard. Il s'agit d'une nouvelle série de d'Esberg qui voulait faire un petit peu dans l'originalité après s'être un petit peu englué dans des séries, des thrillers réalistes. Cette fois, il s'agit de personnages anthropomorphes, d'un polar. Et vous allez me dire, oui, mais alors ça ressemble forcément à Black Sad. Bah, Eh ben bien non, sûr. parce que dans cette série-là, justement, il y a des hommes et il y a des animaux qui vivent en cohabitation, tant bien que mal. Mais pourquoi ils arrivent à vivre tous ensemble? Parce qu'un riche industriel a réussi à mettre au point un super méga tofu, qui est une nourriture qui permet justement de nourrir tout le monde, qui envahit les fast-foods et qui évite aux animaux de se bouffer entre eux. Imaginez un lion et une gazelle côte à côte sans le super méga tofu, ça risquerait de très mal se terminer. Alors Jacques Wolfgang Kies, c'est un loup qui a une double vie. La journée, il est critique gastronome et la nuit, il est agent de la CIA. Et dans ce début d'aventure, il va se rendre à New York. Donc il est à New York. Donc la série commence comme beaucoup de séries de Desberg, c'est-à-dire aux États-Unis. On se rappelle que Desberg a une double nationalité belge et américaine. Et sa première mission est de découvrir qui se cache derrière les invités d'un congrès à Venise avec des magnats de l'industrie. Évidemment, tout se passe pas du tout comme prévu. Un agent de la CIA est tué, il y a une affaire de trafic de drogue derrière. Et je vous laisse évidemment découvrir la suite d'un premier tome très très prometteur, très drôle aussi. Il y a beaucoup d'humour. On voyage, on se rend à Paris, on se rend à New York, on se rend à Venise, on se rend en Inde. Vraiment un très bon tome, un très bon premier tome. Eh ben, Alors juste pour info, si j'ai le temps de donner vas-y. 2 infos sur Stefan Desberg, il faut savoir qu'il est en train de travailler donc sur la suite, la reprise de SOS Bonheur. génial. qui avait J'ai été, entendu ça, oui. qui avait été initié par Van Damme et Griffo, donc toujours Griffo au dessin. Un sacré Et deuxième pari, hein. info, en 2019, ça sera l'année Scorpion, puisque Enrico Marini va dessiner le tome 12, Oui. et le tome 13 sera dessiné par un autre dessinateur, donc on connaît pas encore le nom. Ouais. Et juste dernière info, on a appris il y a 2 ou 3 jours qu'Enrico Marini est en train de préparer un Batman, un diptyque, Absolument. qui va sortir, le premier tome va sortir à la fin de l'année, donc 2017, Ça va être et énorme. qu'on attend avec grande impatience. Super Laurent, merci. Je te propose maintenant de boire un petit coup de whisky peut-être. Il était Rentre- très jaloux volontiers. quand on y est allé. Hein. Il aurait bien voulu être parisien ce jour-là. Alors, on c'est vrai. précise, on ne boit de l'alcool qu'avec modération et uniquement si on est majeur. La maison du whisky. Bonjour Joël Alessandra. Bonjour. On se voit pour Lady Whisky qui vient de paraître chez Casterman. Alors on s'est vu il y a pas longtemps pour Rodin au musée Rodin. Aujourd'hui, c'est du whisky. On est à la maison de whisky. Forcément, on s'adapte. Bah oui, c'est un lieu magique qui est mythique, qui regroupe, je pense, la totalité des whiskies du monde, qu'ils soient japonais, écossais, même français, parce que les Français produisent du whisky aussi. Et c'est le lieu idéal pour parler du bouquin, je pense. Alors c'est un livre effectivement dédié au whisky, ou même plutôt à Hélène Arthur. Vous nous présentez cette personne dont on parle tout le livre qu'on ne voit pas. Qui est Hélène Arthur? Alors oui, c'est un petit peu un livre hommage. Hélène Arthur, moi je suis le neveu par alliance d'Hélène. Hélène était une grande dame du whisky, critique. Elle a écrit une vingtaine de bouquins, dont un qui s'est traduit en 20 langues, donc quelque chose d'exceptionnel. C'était une femme reconnue, connue et reconnue dans le monde du whisky, qui est quand même majoritairement un monde masculin. Et c'était une des premières femmes à écrire sur le whisky et à avoir sa propre marque de whisky. Et elle est décédée en 2015. Et c'est un petit peu un livre hommage, un livre à sa mémoire. Voilà. Vous entendez bien avec elle, notamment autour du dessin. Vous racontez ça parce que vous vous mettez en scène dans le livre et tous les deux faisiez beaucoup de dessins, d'aquarelles, de paysages. Vous alliez vous promener avec elle en Écosse. Et oui, on dessinait beaucoup ensemble, on avait plein de choses en commun. Le whisky un peu moins parce que moi j'y connaissais rien et j'y connais toujours un peu plus maintenant après avoir fait le bouquin. Mais sinon voilà, nos rapprochements étaient au-delà de la simple alliance familiale. Voilà. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, Joël Alexandra, dans ce livre, c'est pas simplement aussi la quête du whisky, mais c'est aussi cette belle promenade en Écosse que vous nous proposez, avec des grandes aquarelles et des grandes doubles pages magnifiques. Enfin, le paysage a aussi une importance essentielle dans ce livre-là.
Oui, alors c'est un petit peu, je dirais, sans avoir les chevilles qui enflent, qui gonflent, je sais pas comment on dit, mais c'est un peu ma marque de fabrique. Associer le carnet de voyage au roman graphique, c'est un petit peu ce que j'aime faire. C'est-à-dire, on raconte le paysage, crée l'atmosphère du roman graphique, de l'histoire qu'on raconte, ça nous met dans l'ambiance. Et moi, je me régale à dessiner, à m'asseoir dans un coin, à prendre mon carnet, à dessiner. D'ailleurs, dans l'album, on a des choses que j'ai scannées directement de mes carnets pendant le voyage. Enfin, voilà, ça fait vraiment partie de la manière dont je fabrique un livre. J'y tiens particulièrement parce que pour moi, le voyage, c'est l'aventure, c'est le récit, c'est la narration, c'est le voyage, c'est tout, quoi. Voilà. En revanche, on ne vous voit pas dessiner. Il n'y a pas de moment où de récit, de pause, où on imagine bien que vous avez réalisé ces images sur place. Toutefois, vous ne mettez pas en scène ce moment-là. Non, parce qu'on peut pas boire et dessiner. En fait, c'est difficile. Enfin, voilà. Non, je suis plus un témoin passif de cette histoire. La vraie héroïne, les deux vraies héroïnes sont Caroline Dewar, qui m'a servi de guide et qui elle est véritablement la connaisseuse, je ne sais pas, connaisseuse de whisky et qui m'a vraiment pris par la main et fait rencontrer tous ces gens. C'est elle la véritable héroïne, et puis Hélène Arthur qui est la véritable héroïne. Moi, je ne suis qu'un espèce de témoin prétexte à raconter cette histoire, finalement. Alors, je vous pose la question, parce que même si vous avez passé beaucoup de temps en Écosse et que vous avez trouvé, en tout cas, essayé de trouver ce fameux whisky pour Hélène Arthur, est-ce que pour autant vous êtes d'accord avec les grands spécialistes qui disent que le meilleur whisky du monde, c'est le japonais ? Alors, moi, je suis absolument incapable de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, mais la semaine dernière, j'ai acheté un Nikka from the Barrel japonais parce que j'adore ça, en fait. Alors, mon âme est écossaise, on peut dire ça, mon âme est écossaise en matière de whisky, mais j'adore le whisky japonais, c'est vraiment... Alors, c'est une autre approche, c'est une autre saveur, c'est autre chose. Alors, je sais pas s'il y a des puristes... Qu'est-ce que c'est qu'un puriste en whisky ? Parce que je pense qu'il y a des spécialistes qui préfèrent le bourbon américain, les whisky, des Australiens. Enfin, je sais pas, je pourrais pas dire, mais voilà, mais je pense que les Écossais sont quand même plus légitimes. Ah non, tu vas pas m'en mettre par le bas. Si, donc on ira se faire son propre avis. En tout cas, sur le whisky écossais, vous êtes très calé dans ce livre, Lady Whisky, que je vous recommande. C'est paru chez Casterman. Merci beaucoup, Joël Alessandra. Merci, bonne soirée. Bon, voilà, vous voyez, je suis prêt pour aller à la plage. Eh bien voilà, c'est terminé. Nous arrivons au bout de cette émission, notre dernière à nous de la saison. Vous retrouverez Christophe pour la dernière dans notre case la semaine prochaine. Moi, je tiens à vous remercier pour votre fidélité tout au long de l'année et vos encouragements à travers les réseaux sociaux, évidemment. Je tiens à remercier également tous les auteurs, tous les éditeurs, tous les attachés de presse qui nous supportent et qui nous aident à préparer l'émission chaque semaine. Donc, je les embrasse très fort. Et d'une manière générale, tous les acteurs de la bande dessinée, évidemment. Il y a les libraires aussi. Bon. Un grand merci évidemment à notre réalisateur favori et ami Benjamin Vincent. Voilà, un petit coucou. Évidemment Laurent, tu sais que toi on t'embrasse. Et moi aussi, Nicolas. Et on te souhaite un bon été et de bonnes vacances. Merci toi aussi, avec plaisir. Et puis Emmanuel, merci 1000 fois pour cette merveilleuse collaboration de l'année. Est-ce que vous avez des petits mots à dire ? Oui, alors moi j'ai deux choses importantes à dire. Un, c'est que si on voit beaucoup dans les images, dans les reportages, moi je lis les bouquins, je prépare la question, mais le gars qui filme et qui fait tous les montages et qui fait vraiment de super reportages, c'est Nicolas. Et donc... bravo et merci à lui, parce que cette émission serait bien réussie sans ça. Et puis je tiens à dire que, alors effectivement, il n'y a plus d'émissions sur Watch TV, des vraies émissions, on va dire, en live comme ce soir sur la chaîne, mais on va continuer à faire des petits Facebook là, il y a plein de bonus, et je sais que ça vous plaît beaucoup, on a beaucoup de vues, et donc on est content, donc on va continuer à vous donner des petits conseils de lecture. Pendant l'été, bien sûr. Voilà, pendant tout l'été, pour vous garder au chaud jusqu'à la rentrée. Voilà, donc maintenant, vous le savez, vous pourrez nous voir en replay tout l'été, alors sur le site de Watch TV évidemment, sur le site de notre partenaire BD Geste, mais également sur YouTube. Vous pouvez nous écouter autant que vous voulez en podcast. Voilà, il est temps pour nous de vous embrasser très fort, de vous souhaiter un excellent été et de bonnes vacances, et on se retrouve à la rentrée. Salut. Bye bye. Bonnes vacances.